19h30 sur Le Rural Bénin TV. Fidèles internautes, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dans les champs de coton, les ravageurs, notamment des chenilles, annoncent leur présence bien avant d'être visibles. Dans cette édition, nous mettons en lumière les signes précoces à surveiller pour agir rapidement et protéger les rendements. Quelques semaines après la période de repos biologique, ces effets commencent déjà à se faire sentir dans nos plans d'eau. Dans le dossier du jour, vous suivrez les témoignages de pêcheurs et de commerçantes de Soava et de Kalavitopa sur les retombées concrètes de cette mesure. Toujours dans ce journal, nous ferons un tour d'horizon des dernières décisions, réformes et dynamiques agricoles observées au Togo, au Maroc, au Kenya et au Sénégal. Voilà pour vous les titres, le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de 19h30. Ouvrons cette édition avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Savalou et de Tanguiéta. À Savalou, dans le département des Collines, la journée du jeudi s'annonce calme et largement ensoleillée. Le matin, le ciel sera peu nuageux avec une température de 22 degrés Celsius, ressentie jusqu'à 26 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent, faible, soufflera du sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 10 km/h. En soirée, le temps restera ensoleillé avec 30 degrés Celsius pour une température ressentie de 29 degrés Celsius. Le vent, toujours faible, viendra du sud-ouest avec des rafales autour de 15 km/h, sans précipitation ni risque de pluie. À Tanguiéta, dans le département de l'Atakura, la journée du jeudi s'annonce également ensoleillée et agréable. Le matin, il fera 20 degrés Celsius avec une température ressentie de 18 degrés Celsius. Le vent soufflera du nord-est à 10 km/h avec des rafales pouvant atteindre 15 km/h. Le ciel restera dégagé avec quelques nuages élevés sans risque de pluie. En soirée, le beau temps se maintiendra avec 29 degrés Celsius pour une température ressentie de 28 degrés Celsius. Le vent du sud-est restera faible autour de 10 km/h sans précipitation. Après ce point sur les conditions climatiques, place à l'actualité agricole avec un focus sur la culture du coton. Jaunissement des feuilles, perforation, déformation des bourgeons, les ravageurs laissent des traces bien avant d'être visibles dans les champs de coton. Comment reconnaître les signes des chenilles et réagir à bon moment? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Maël Anator et Guillaume Atingosu. Suivez. Le coton est l'une des espèces les plus ravagées en Afrique de l'Ouest, avec plus de 1300 espèces dans lesquelles figurent les chenilles, décoloration des feuilles, perforation des organes reproducteurs, déformation des bourgeons. Chaque type de dégâts donne des indices sur l'espèce en cause. Ici, nous avions un ravageur carpophage exocarpique, précisément Helicoverpa amigera. En termes de dégâts, la chenille perfore les squares, les boutons floraux, la fleur et les capsules. Le trou de pénétration au niveau de l'organe est clair, net et visible parce qu'elle entre à l'intérieur de la capsule ou bien de l'organe et les vider de son contenu, et on voit à l'extérieur beaucoup d'excréments. Nous avions aussi Earias spp qui est une chenille trapue et épineuse. Elle porte de nombreuses épines sur le dos. Elle aussi perfore les organes fructifères, à savoir les boutons floraux, les fleurs, les capsules. Mais à son niveau, le trou de pénétration n'est pas assez grand comme chez Helicoverpa amigera. En début du cycle du cotonnier, cette chenille écime les jeunes cotonniers. Écimer veut dire qu'elle coupe la cime, les boutons terminaux des jeunes cotonniers. L'organe attaqué par Diparausis watersi
reste suspendue sur le cotonnier par un fil de soie. C'est une espèce qui est monophage, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve que uniquement sur le cotonnier. Ici, nous avons une chenille capophage endocarpique qui a un dégât caractéristique qu'on appelle fleur en roselle. Les sépales sont soudés entre elles, donc elles ne s'ouvrent pas normalement comme les autres fleurs. Cette chenille consomme les lauges, les graines et donne des pourritures à l'intérieur de la capsule. Nous avions la chenille enrouleuse qui enroule les feuilles du cotonnier sous forme de cigarette. Et à l'intérieur, on retrouve les chenilles et beaucoup d'instruments. La chenille est facilement reconnaissable par une tête noire et un corps vert clair translucide. Translucide, ça veut dire qu'on peut observer à travers le tube digestif de la chenille. Dans le programme de protection des cultures cotonnières, des produits sont positionnés au niveau du calendrier de traitement phytosanitaire et dépendent du stade de développement du cotonnier et du type de menace à gérer. Savoir lire ces symptômes permet donc d'évaluer la gravité de l'attaque et de déterminer la rapidité de réaction nécessaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin Procar et le Fonds national de développement agricole FNDA, un appel à candidature a été lancé. Les inscriptions prennent fin le 31 janvier 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos canaux digitaux. Toujours dans le domaine de la production agricole, intéressons-nous cette fois-ci aux solutions innovantes en milieu urbain. En milieu urbain, il est tout à fait possible de cultiver la patate douce. La culture hors sol offre une alternative simple, efficace et adaptée aux espaces réduits. Découvrez dans cet extrait les techniques pratiques de mise en œuvre de cette culture. Nous sommes dans le centre-ville et on avait dit toujours que le problème de foncier est toujours crucial au centre-ville. Donc, et pour produire certaines cultures, vous pouvez le faire en hors sol. Même le maraîchage en hors sol, nous le faisions. On le faisait aussi le maraîchage en hors sol. Et pour notre patate douce, pour faire votre patate douce, on a juste pris les lianes de patates douces et nous avons fait notre compost. Après avoir fait notre compost, nous avons empoté ces composts-là dans des sacs. Après avoir empoté ça dans des sacs, dans que les composts sont déjà riches en matière organique, nous avons maintenant percé tout autour, tout autour de notre sac. Et c'est là que nous avons introduit maintenant nos différentes lianes de patates douces. Et nous arrosons régulièrement. Et après que ces lianes ne commencent pas à germer, c'est fini, les feuillages ont commencé par donner déjà. Et là, d'ici là maintenant, nous avons que maintenant nous avons récolté maintenant nos patates douces. Et ça donne, honnêtement, ça donne. Ça donne en quantité. En un temps record, vous allez voir. Et quand vous voyez même les feuilles derrière vous, vous attendez à un rendement vraiment très élevé. Vous pouvez le faire sur la dalle, comme vous pouvez le faire à côté de votre maison, ou bien en entrant dans votre maison. C'est très bon et très rentable. Et voilà, chers producteurs en milieu urbain, si vous avez envie de cultiver la patate douce, vous pouvez le faire hors sol en suivant ces techniques. L'Université nationale d'agriculture organise les 14 et 15 janvier un atelier d'évaluation de performance de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Les travaux portent sur 6 axes stratégiques: gouvernance, formation, innovation, modernisation, rayonnement et partenariat, avec pour objectif de renforcer l'excellence de l'école au service du développement agricole et paysager. Quelques semaines après la période de repos biologique, notre rédaction a fait le constat des retombées observées après la reprise des activités à Soava et à Kalavitokpa. Aux côtés des pêcheurs et des commerçantes, nous avons pu constater que cette mesure a véritablement contribué à l'amélioration de la santé des produits halieutiques. Reportage de Jean-Dac Roussou et Jean-Dac Torono. Après le repos biologique de 2025 au Bénin, qui est une mesure saisonnière pour la reproduction des poissons,
Les activités de pêche ont officiellement repris à quelques jours de la fête. À Soava, commune fortement dépendante de la pêche, les populations riveraines constatent déjà des changements significatifs. Entre-temps, nous allions à la pêche chaque jour. Mais après l'arrêt des activités, les poissons ont eu le temps de se régénérer. Le jour où le repos biologique a été levé, nous étions tous en joie et la pêche a été très bonne. Il y a vraiment eu du changement. Après la période de fermeture, nous avons constaté une forte abondance de poissons. Après la période de fermeture, lorsque nous sommes retournés sur le lac, le changement était palpable. Nous avons retrouvé des espèces qui avaient entre-temps disparu. La pêche a été bonne avec beaucoup de poissons. Nous ne pêchons pas nous-mêmes, mais nous achetons les poissons auprès des pêcheurs pour les revendre. Ce matin, après la pêche, j'ai vu de très beaux poissons. Au-delà de ce constat, les effets du repos biologique sur les produits halieutiques sont jugés très satisfaisants. Plusieurs espèces de poissons, autrefois menacées de disparition, ont été observées à nouveau en grand nombre, tandis que la taille moyenne des prises a nettement augmenté. Ce repos est bénéfique pour nous. Lorsqu'on laisse les poissons se régénérer, cela améliore aussi notre commerce. En revanche, quand on pêche tous les jours, on ne trouve que de petits poissons et parfois ils meurent tous, ce qui rend la vente difficile. C'est une très bonne initiative. Cela se faisait déjà à Guézin et l'instaurer ici est une bonne chose. Les poissons auront du repos, tout comme nous. Ensuite, lorsque le repos sera levé, nous reprendrons ensemble la pêche. Au vu de ces impacts positifs, les pêcheurs de Soava saluent unanimement cette dynamique. Beaucoup reconnaissent aujourd'hui les bienfaits de cette pause écologique. Il faut dire que c'est pour notre bien commun. Si nous n'arrêtons pas la pêche pendant un certain temps, les générations futures seront en manque. Mais si nous laissons les poissons se reposer, les ressources halieutiques resteront disponibles même après. Initialement perçue comme une contrainte susceptible de fragiliser les activités de pêche, cette initiative devient désormais comme une mesure utile et nécessaire. Oui. À présent, quittons le plan national pour un panorama des actualités agricoles hors de nos frontières. En Afrique de l'Ouest, le Togo a franchi un nouveau cap depuis le 1er janvier 2026 en instaurant une taxe à l'exportation sur les noix de cajou, le soja et le karité. Cette mesure vise à encourager la transformation locale, accroître la valeur ajoutée nationale et à diversifier les ressources budgétaires de l'État. Les tarifs varient entre 1 et 100 francs CFA par kilogramme. Dans une dynamique similaire, le Kenya a lancé le 8 janvier 2026 un plan de relance de la filière noix de cajou. La stratégie repose sur la distribution des plans améliorés, l'accompagnement technique des producteurs et la promotion de bonnes pratiques agricoles. Dans la sous-région ouest africaine, le Sénégal œuvre à la structuration de sa filière manioc. Un processus devant aboutir à la mise en place d'une interprofession est en cours, selon un communiqué publié le 9 janvier 2026 par le FNDA-SP. Sur le front climatique au Maroc, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka,
a annoncé le 12 janvier 2026 la fin du cycle de sécheresse prolongée entamé en 2018. Les précipitations enregistrées depuis décembre 2025 sont supérieures de 95% à celles de l'année précédente. Enfin, toujours au Maroc, le secteur halieutique affiche une évolution contrastée. En 2025, 1,13 million de tonnes de produits halieutiques issus de la pêche côtière et artisanale ont été commercialisées, soit une baisse de 15% par rapport à 2024, selon l'ONP. Ainsi s'achève cette édition. Merci de faire confiance à Le Rural Bénin TV, votre chaîne d'information agricole et rurale. En attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, portez-vous bien et à très bientôt.